2. Les États-Unis sont prêts à se passer d'une nouvelle résolution pour attaquer l'Irak. Déclaration de Colin Powell il y a 2 heures. Un peu plus tôt, la France avait rejeté les dernières propositions britanniques à l'ONU, provoquant la fureur de Londres. Mais ce soir, les discussions continuent. La sécurité routière peut être la fin du permis à vie. La commission des lois de l'Assemblée se prononce pour un examen médical tous les 10 ans et tous les 3 ans pour les plus de 70 ans. Faut-il rémunérer les fonctionnaires à la productivité? Le ministre Jean-Paul Delevoye propose de lier les augmentations de salaire aux économies réalisées sur les effectifs et le fonctionnement. Précision et réaction dans un instant. Le syndrome Tanguy. Les 2/3 des jeunes de 18 à 24 ans en Europe habitent encore chez leurs parents, selon une étude britannique. Augmentation des loyers, chômage. C'est dans le sud de l'Europe que le lien familial est le plus fort. Enfin, un grand pas pour l'histoire de l'homme. Des chercheurs italiens viennent de découvrir les plus vieilles empreintes de pieds laissées par des humains. C'était il y a près de 400 000 ans. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Ces dernières semaines nous ont appris la prudence, mais cette fois les dés semblent jetés. Il n'y aura pas de consensus à l'ONU sur l'Irak. La France et la Russie ont rejeté les dernières tentatives de conciliation britanniques. Londres et Washington se disent prêts ce soir à mener une action militaire sans recourir de nouveau au vote, mais on discute encore dans les couloirs de l'ONU. Bernard Lebrun. À 3 jours de l'ultimatum américain, il est de plus en plus difficile de saisir le jeu diplomatique de la Maison-Blanche et son calendrier. Deuxième résolution ou non? Selon Colin Powell, qui s'exprimait cet après-midi devant une commission parlementaire, toutes les options sont ouvertes. Je cite, « Aller au vote et voir ce que les pays membres disent, comme ne pas aller au vote ». Fin de citation. Au siège des Nations Unies se déroule à huis clos une énième réunion du Conseil de sécurité au niveau des ambassadeurs. Une certitude, la proposition du groupe des 6 pays indécis n'a reçu aucun écho et restera lettre morte. À Londres, les anti-guerres n'ont pas hésité hier à manifester leur hostilité, allant jusqu'à stopper la voiture officielle de Tony Blair. L'offre de compromis britannique, ne laissant que 10 jours de plus aux inspecteurs, a été rejetée par la France, aux grandes dames des Anglais. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que sans même vraiment analyser nos propositions, le gouvernement français décide de les rejeter. À Paris, le Quai d'Orsay a jugé irréaliste une proposition qui parle en jours, là où les inspecteurs de l'ONU réclament des mois supplémentaires. Je dis à nos amis britanniques, comme à l'ensemble de nos partenaires du Conseil de sécurité, si nous décidons de faire des propositions, que ces propositions soient des propositions constructives et réalistes. Finalement, ce soir, la Maison-Blanche a lâché un peu de lest par la voix de son porte-parole et se dit prête à négocier au-delà du week-end. Et aux États-Unis, toujours, la ville de New York marque une nouvelle fois sa différence. Le conseil municipal a voté tout à l'heure, par 31 voix contre 17, une résolution anti-guerre. Dimanche dernier, vous le savez, c'est le prestigieux journal New York Times qui avait signé un éditorial dans le même sens. Impasse diplomatique donc et nouveau signe de préparatifs militaires. Des bombardiers furtifs ont été déployés pour la première fois dans le Missouri et sur place au Koweït, l'armée américaine commence à former des convois. Les soldats vivent peut-être leur dernier jour d'attente. Richard Binet. Quand les 5500 hommes de l'Abraham Lincoln se lâchent, cela donne ça. Après 8 mois en mer, le pacha du porte-avions géant a décrété un no-flight day, un jour sans vol. Pour le soldat Sam Schuller, il était temps. La grande majorité des collègues avec qui j'ai parlé veulent rentrer. En fait, le moral est plutôt bas. Il est vraiment temps d'y aller. Les vœux du soldat Schuller semblent sur le point de se réaliser. Dans la matinée, des transporteurs de troupes C-130 ont atterri en Roumanie. Des milliers de soldats américains prennent ainsi pied dans l'ancienne République communiste. Dans la nuit, pour la première fois, des bombardiers furtifs, les B-2, ont été déployés quelque part dans le golfe Persique. Ces appareils, indétectables au radar, sont conçus pour des attaques contre des cibles fortement défendues dès les premières minutes d'un conflit. Un signe de plus de l'imminence de la guerre. Des soldats qui, au Koweït toujours, ont dû affronter hier une tempête de sable de plusieurs heures.
Visibilité réduite au minimum et température de 30 degrés, des tempêtes assez courantes dans le désert en cette saison. À côté des Américains, il y a également les Britanniques et eux aussi veulent montrer qu'ils sont prêts au combat. Philippe Rochaud, Sylvain Gillaume, envoyés spéciaux. Vous êtes sur la ligne de front, nous dit le capitaine Cornigia du 1er bataillon de blindés britanniques. Des blindés Challenger qui ne craignent ni le sable ni l'ennemi. Dans la bataille qui s'annonce, le rôle de ces véhicules blindés de transport de troupes sera déterminant. Ils foncent de jour comme de nuit et détectent la présence de l'ennemi dans n'importe quelle cachette. L'ennemi va s'enterrer, comme vous le voyez ici, et l'infanterie, soutenue par les blindés et la cavalerie, attaquera leur position. Face à ces blindés Challenger, il est vrai que ce qui reste de l'armée irakienne ne fera pas le poids. Américains et Britanniques ne veulent pas exposer leurs hommes trop tôt, mais les combats au corps à corps sont quand même à redouter. Tout ce qu'on sait, c'est que ce sera une bataille très rapprochée. Comme vous voyez, il faudra très vite sauter dans les positions. Le 1er bataillon de blindés britanniques est pourtant prêt à aller très loin à l'intérieur du territoire irakien. Je peux conduire partout dans le sable, dans le désert, tant qu'on a de l'essence et que le véhicule se maintient correctement. L'armée koweïtienne qui veille sur nous pendant cette visite ne suivra pas ses hommes à l'intérieur du territoire irakien. Mais ce 1er bataillon de blindés britanniques sera contraint de travailler en étroite relation avec les unités américaines. Les tiraillements entre les États-Unis et la Grande-Bretagne ne paraissent pas affecter le déroulement des opérations militaires ici, et c'est bien sous un commandement unique que se fera l'intervention militaire en Irak. Oui, un commandement américain. Dernier pointage, les forces des États-Unis, massées près de l'Irak, dépasseraient les 250 000 soldats. L'homme qui est à leur tête s'appelle Tommy Franks. Il a 57 ans, portrait signé Étienne Lénart. C'est l'histoire très américaine d'un fils de mécanicien qui se retrouve à la tête de la plus grande armée du monde. 57 ans, 4 étoiles au compteur. Le général Tommy Franks n'est pourtant pas de ceux qui aiment se raconter. Et les rares confidences de sa vie privée sont autant de pirouettes en guise d'issue de secours. Mon livre préféré raconte que Jules César était un général. Il faisait de longs discours et ses discours l'ont tué. Si son ministre de tutelle, Donald Rumsfeld, est un adepte des forces spéciales ici à cheval en Afghanistan, c'est l'humiliation du Vietnam, où il fut blessé 3 fois, qui a façonné l'idée que Tommy Franks se fait d'une bataille. Imposer une puissance militaire telle qu'il est impossible de perdre, une stratégie qu'il a fini par vendre à son supérieur hiérarchique. Tommy Franks est un général de la vieille école et de la grosse artillerie. C'est un adepte de la force brutale, beaucoup d'hommes sur le terrain, stratégie de bataille classique, pas trop de technologie, pas trop d'innovation. Le général Franks a passé sa jeunesse dans la même ville texane que son président George Bush. Désormais en première ligne, on oppose souvent à son image discrète la flamboyance du général Schwarzkopf, héros de la guerre du Golfe. Face à la presse, il assume. On entend dire, l'interpelle un journaliste, que Tommy Franks n'est pas à la hauteur de Schwarzkopf. Oui, je confirme. Tommy Franks n'est pas Norman Schwarzkopf. C'est depuis le quartier général de l'armée américaine au Qatar que le général Franks conduira les dizaines de milliers de soldats américains à la bataille, si elle a lieu, sans envisager une seule seconde de pouvoir échouer. À Bagdad, maintenant, le sort des boucliers humains. Beaucoup sont partis, estimant que leur liberté de mouvement était trop limitée. C'est le pouvoir irakien qui désigne les sites, mais d'autres ont décidé de rester. Ils sont une 50aine. Nos envoyés spéciaux, Maryse Burgot et Jean-François Renoux, ont rencontré l'une d'entre elles, une Française. Elle est retraitée. Voici leur reportage. Elle doit être rentrée avant 20 h le soir. C'est le règlement imposé par les autorités irakiennes. Monique, Française à la retraite, et bouclier humain à Bagdad, dans une usine d'électricité. Je vous assure que si les Américains me ratent, c'est des nuls. Parce qu'il y a la caserne plus loin. Il y a le site l'électricité, il y a le pont et il y a la raffinerie. Je suis dans la bonne lignée. Et vous n'avez pas peur? Absolument pas. À l'image de beaucoup de ces pacifistes radicaux présents en Irak, Monique est un personnage. Comment ça va?
Alors que de nombreux autres boucliers humains ont déjà quitté Bagdad parce qu'ils se sentaient manipulés par le régime, Monique dit qu'elle restera jusqu'au bout. C'est vraiment mais honteux, c'est infâme. Je ne comprends pas qu'on se venge sur des enfants, qu'on se venge sur des femmes à ce point-là. Le fondateur du mouvement que nous avions rencontré il y a 10 jours est en revanche parti, expulsé en fait par les autorités irakiennes qui ne le trouvaient pas assez docile. Dans les raffineries, les usines d'électricité, les stations de télécommunications, il ne resterait donc plus aujourd'hui qu'une petite cinquantaine de boucliers humains. Des jusqu'au-boutistes qui ne se sentent pas dérangés par le fait de n'avoir pas choisi eux-mêmes leur site. Leur combat est ailleurs. Chez moi, en Grande-Bretagne, dit cette femme, personne ne m'écoutait, alors je suis venue avec mon corps pour tenter de stopper cette guerre. Dans une ambiance plus proche de Woodstock que de Bagdad, ces pacifistes semblent parfois ne pas réaliser ce que sera cette guerre. En attendant, ils écoutent de la musique indienne. En bref, encore à l'étranger d'abord, des nouvelles encourageantes d'Ingrid Betancourt en Colombie. Elle est en vie et en bonne santé, affirme dans un courrier électronique envoyé à l'AFP le porte-parole des forces armées révolutionnaires. Je vous rappelle que l'ex-candidate à l'élection présidentielle est retenue en otage depuis plus d'1 an. Elle ne sera libérée comme tous les autres prisonniers que dans le cadre d'un accord global avec le gouvernement, affirment ses ravisseurs. Premières arrestations en Serbie après l'assassinat du Premier ministre Zoran Djindjic. Un groupe mafieux est soupçonné. D'après les autorités, le cerveau de l'attentat serait un ancien chef policier proche de Slobodan Milosevic, cet homme filmé ici il y a quelques années. Et puis ce mauvais départ pour le gouvernement ivoirien de réconciliation, le Premier ministre Sédou Diarra n'a pas pu donner la liste intégrale de ses membres de ce gouvernement. Au dernier moment, les rebelles du MPCI ont décidé de ne pas participer au premier conseil. L'actualité en France, avec d'abord la sécurité routière et ce procès très attendu à Fontainebleau. Une jeune femme avait tué une adolescente parce qu'elle téléphonait au volant. Elle a été condamnée à 2 ans de prison avec sursis. Diego Garcia, David Fossard. Abasourdi, il sort du tribunal. Sa fille Audrey a été tuée il y a 2 ans par une femme qui utilisait un portable au volant. La conductrice a été condamnée à 2 ans de prison avec sursis. L'incompréhension est totale. Si les gens peuvent se permettre de commettre des infractions, de continuer et d'écraser à nouveau, il faut combien de morts pour que la justice comprenne? Moi, je suis séparé de ma fille à vie. Elle va être séparée de ses 2 enfants, même pas un instant. Pour l'avocat de la conductrice, en prenant cette décision, le tribunal a fait preuve de courage et d'indépendance. On a fait de la conductrice le symbole de ce qu'elle n'était pas. À partir de ce moment-là, je crois que la décision qui a été rendue aujourd'hui, il n'y a pas d'usage de la commenter, mais montre que le tribunal a fait la part des choses. La mère de la petite victime laisse éclater sa colère. On se disait ce soir on sera un petit peu libérés, ben non ça va continuer, mais vous en avez rien à foutre. La conductrice Patricia Valrave était poursuivie pour homicide involontaire. Le 4 avril 2001, elle croise la route de 12 jeunes cyclistes. En répondant au téléphone, elle perd le contrôle de son véhicule. Audrey, 14 ans, est tuée, 6 autres jeunes sont blessés, parmi eux Jérémy, aujourd'hui hémiplégique. Les parents de la petite Audrey souhaitaient un jugement exemplaire. Ils ont décidé de faire appel. Le projet de loi contre la violence routière est en ce moment discuté en commission à l'Assemblée. Un amendement supplémentaire a été adopté. Il prévoit que tout titulaire du permis de conduire devra passer un examen médical tous les 10 ans et même tous les 3 ans à partir de 70 ans. Yann Jiquel, Elisero. Bientôt, si la proposition de la commission des lois de l'Assemblée est adoptée, nous serons obligés de passer une visite médicale pour continuer à conduire. Tous les 10 ans dès l'obtention du permis, et tous les 3 ans à partir de la 70e année. Tous les 5 ans, tous les 3 ans, je pense que la visite médicale est indispensable. Même si on a une habitude de conduite, je pense qu'il faut savoir se remettre en question au niveau de la conduite. Les gens ne se rendent pas forcément compte de leur état physique et de leurs réflexes qui s'érodent avec l'âge. C'est qu'il faut avoir une discipline personnelle. Par exemple, je sais que maintenant la nuit, j'évite, je ne fais plus de parcours de nuit. Le 29 novembre dernier, la question de la conduite des personnes âgées se posait à nouveau avec ce drame de la route. 5 pompiers en exercice fauchés par un conducteur âgé de 81 ans.
Les statistiques n'accusent pas en particulier les vieux conducteurs, mais l'âge peut poser des problèmes particuliers. En fait, les vieux ont peu d'accidents de voiture si on tient compte du kilomètre parcouru. Ils ont plus d'accidents après 70 ans qu'avant, mais ce risque est inférieur, 4 fois moindre que celui des moins de 25 ans. Et ce n'est pas les vieux qui conduisent avec le téléphone portable d'une main et la cigarette à l'autre main. C'est plutôt la chasse à ce type de comportement qui préoccupe les autorités. Cette sévérité semble enfin porter ses fruits, et ce, quel que soit l'âge des conducteurs. Autre amendement très commenté, le relèvement de la limite de vitesse à 150 km/h sur les autoroutes lorsqu'elles comportent au moins 3 voies. Mais le gouvernement a immédiatement précisé que cette disposition serait retoquée en séance plénière. Le gouvernement qui envisage en revanche, dans un futur proche, de réduire le taux d'alcoolémie autorisé de 0,5 g par litre de sang actuellement à 0,1 g. Une éventualité qui soulève une grande inquiétude au sein des filières viticoles et vinicoles. En Bourgogne, reportage Amaury Guibert, Didier Dahan. Les grands vins, Anne Parent les élève avec passion. Une tradition familiale depuis 200 ans. Une tradition qui est, dit-elle, menacée si l'on baisse le taux d'alcoolémie de 0,5 à 0,1 g. Je crois que c'est une mesure qui me paraît inopportune. Il existe déjà des mesures, il semblerait plus intéressant de les appliquer et tout le monde s'accorde à dire que déjà en appliquant le taux actuel, on diminuerait considérablement les accidents de voiture dus à l'alcool. Anne Parent n'est pas seule à s'opposer à une possible baisse du taux d'alcoolémie. C'est toute la filière viticole, comme ici autour de Beaune, qui monte au créneau. Elle pointe les menaces sur l'emploi d'une telle mesure, un message bien reçu par les élus locaux. Une ville comme la mienne, 50% des emplois. C'est aussi simple que ça, et essentiellement à l'export, puisque nous, nos vins sont essentiellement exportés, donc ils ne sont pas forcément consommés en France. Donc ça veut dire que sur un produit qui n'est pas consommé en France, on aura une loi suffisamment assassine pour interdire l'exportation de nos vins. Et ce discours est relayé à Paris par ce bureau, le lobby de la filière viticole, qui se charge de convaincre les parlementaires. Beaucoup de parlementaires ont pris conscience qu'il fallait ouvrir un dialogue et que ce n'était pas en diabolisant le vin ni ses professionnels qu'on arriverait à des résultats utiles. Une baisse du taux d'alcoolémie est donc exclue pour le moment, car le débat pourrait ressurgir si le nombre d'accidents sur la route ne baisse pas assez vite. Toujours à propos de circulation, cette image d'un carambolage monstre sur une autoroute près de Venise. 250 véhicules impliqués, il y a 14 morts, 85 blessés. Un épais brouillard et une vitesse excessive seraient à l'origine de l'accident. Les suites judiciaires d'une collision en mer cette fois. En août dernier, un cargo norvégien avait heurté le chalutier français Sistud au large de l'île de Sein, faisant 2 morts parmi les pêcheurs. Les responsabilités n'ont pas été clairement établies, mais la justice norvégienne jugeait l'officier de quart du cargo pour non-assistance à personne en danger, car il ne s'était pas arrêté. Eh bien, il a été condamné à 5 ans de prison ferme. L'affaire de la petite Sophia, 7 ans, dont le corps a été retrouvé cette semaine dans un ruisseau près de Mulhouse. Il s'agit bien d'un crime et on s'oriente vers une affaire importante, a déclaré tout à l'heure le procureur. Sur place, Virginie Tumortiki. Les enquêteurs ont levé le doute. Sophia, 7 ans, ne s'est pas noyée accidentellement. Son corps a été retrouvé mardi matin dans ce ruisseau en périphérie de Mulhouse. Elle avait disparu depuis 24 heures. Les hématomes sur son corps, ses chaussures introuvables et finalement l'autopsie favorisent la piste du crime. La piste accidentelle peut être quasiment écartée. On s'oriente vers une affaire criminelle importante. Le rôdeur suspect interpellé mardi a été relâché, mis totalement hors de cause. Le parquet de Mulhouse a lancé un nouvel appel à témoins. La police est à la poursuite d'un criminel. À Brunstadt, village de la petite Sophia, les habitants sont sous le choc. Une cellule d'aide psychologique a été mise en place dans l'école de la fillette. Que faire? Des caïds dans les prisons au lendemain de l'évasion spectaculaire d'Antonio Ferrara à Fresnes. La question agite le milieu pénitentiaire. Faut-il les regrouper comme le souhaitent les syndicats ou au contraire les isoler? Zindine Boudaoud, Frédéric Delarue. La porte par laquelle Antonio Ferrara s'est enfui est réparée. Aujourd'hui, la police patrouille près des murs d'enceinte de la maison d'arrêt. Le personnel pénitentiaire a eu de la chance, il a échappé aux balles des assaillants grâce au blindage des vitres. Des assaillants surarmés qui ont pris tous les risques pour faire évader Antonio Ferrara. Une scène de guerre. Conscients des risques encourus, les syndicats réclament le regroupement des détenus les plus radicaux.
On demande qu'ils aient des établissements spécialisés. Nous ne demandons pas des QHS dans le temps des quartiers haute sécurité, mais avoir des établissements qui puissent gérer et qui puissent pallier à ce genre de choses. Il y a 20 ans encore, les détenus réputés dangereux comme Antonio Ferrara étaient placés dans des QHS, les quartiers de haute sécurité. Ici, les prisonniers étaient étroitement surveillés, coupés les uns des autres, leur isolement était total. On est des hommes, après tout, on n'est pas des bêtes, hein. Alors on nous met en cage, non pas en prison, mais en cage, parce que dès qu'on voit une grille, on pense à Zour, on pense à cage, on pense à bête fauve. Jugé trop inhumain, ce régime a été aboli en 1982. Depuis, les détenus les plus dangereux sont régulièrement changés de prison pour minimiser les risques d'évasion. Lorsqu'il y a des suspicions de tentative d'évasion, lorsque vous déplacez un détenu dans un autre établissement, dans une autre cellule, vous l'amenez à reconsidérer son plan, à éventuellement ses complicités. Donc c'est un facteur fort d'instabilisation. Antonio Ferrara était sur le point d'être transféré vers une autre prison, mais il a pris tout le monde de court. Pour les condamnés les plus dangereux, des quartiers très sécurisés devraient voir le jour en 2007. Alors le gouvernement, vous le savez, prépare la construction de 28 nouveaux établissements. Et bien dans une interview au journal La Croix, le garde des Sceaux Dominique Perben annonce que l'une d'entre elles sera bâtie dans le Pas-de-Calais, tout près de l'usine Métal Europe. Objectif implicite, offrir à ceux qui ont perdu leur emploi de nouvelles possibilités. Qu'en pense-t-on sur place? Alix Bouillaguet, Frédéric Faure. C'est peut-être leur dernière carte, leur dernier coup à jouer pour espérer remporter la mise. La nouvelle, les salariés de Métal Europe l'ont appris ce matin. Dans le réfectoire de l'usine, les conversations sur la future centrale pénitentiaire vont bon train. Travailler dans une prison, aucun d'entre eux n'y avait pensé. Alors pourquoi pas, estiment certains. S'ils demandent pour aller là-dedans, on veut bien essayer, pourquoi pas. On nous propose quelque chose, on va nourrir notre famille. Même gardien de prison. Même gardien de prison, n'importe quoi. Être métallo et puis être dans la fonction publique, c'est pas la même chose. Il faut déjà faire des formations. Et comme disait tout à l'heure mon collègue, 49 ans, 50 ans bientôt. D'autres sont plus critiques et ne se font guère d'illusions sur un éventuel reclassement. À plus de 50 ans, vous me voyez comment le bas maçon ou lever les couloirs? Il n'y a même pas une pierre de cette prison qui est posée. Donc on va attendre combien de temps? Les ouvriers, pendant 2 ans, c'est j'attends que la prison se monte. Et quand on a dit, un fondeur, on ne peut pas en faire un gardien de prison. Déjà, il y a une limite d'âge, il y a des formations derrière. Donc ça, c'est du pipeau. À quelques kilomètres de l'usine, toujours les mêmes terrils, mais la terre, elle, est encore vierge. Vous êtes sur le site de la future implantation de la centrale, qui représente une superficie d'environ 12 hectares. La construction de cette prison devrait générer près de 500 emplois dans la région. Combien de places seront réellement réservées aux anciens de Métal Europe? Ils sont aujourd'hui 830 salariés à se poser la question. En Seine-Maritime, à Saint-Denis-le-Thibou, c'est un autre genre d'établissement qui doit être construit, un centre éducatif fermé pour mineurs délinquants. La création de ces centres était une des promesses électorales de Jacques Chirac. Mais dans le village, on préférait qu'ils s'installent ailleurs, chez les autres. Et hier, en signe de protestation, le conseil municipal a même démissionné en bloc. Jérôme Soulard, Patrice Brugère, sur place. Ça fait cher pour des voyous, trop cher pour des voyous. Les voyous, on les met en prison. Les riverains du château des Ventes n'en décolèrent pas. Dans quelques jours, l'ancienne propriété de la comtesse de la Rochefoucauld deviendra un centre éducatif fermé pour jeunes délinquants. Dans le village, depuis un mois, une centaine d'habitants clament son opposition et ses craintes. Ce lieu, on l'a clamé et notre député l'a dit également avec nous, il est manifestement inadapté à ce qu'on veut y faire. Le lieu ne cadre pas avec l'action éducative qu'on veut entreprendre dedans. Pressé par la rue, la mairie a bien tenté de s'opposer au projet. Mais sans réel pouvoir de décision, le conseil municipal a finalement décidé de démissionner, un peu par dépit, il faut bien le dire. Si vous voulez, ici on a une certaine quiétude et on ne s'attend pas à ça, on n'a aucune notion de ce que ça peut devenir. Plus de dialogue possible avec l'autorité municipale, l'installation du centre éducatif fermé se fera donc sans concertation, mais avec beaucoup de précautions d'après les responsables. C'est un centre qui doit accueillir 8 adolescents de 13 à 15 ans, 16 ans maximum, que 27 personnes sont là pour s'en occuper jour et nuit, que ça constitue déjà une sécurité majeure par rapport à l'activité de ces enfants. Dans quelques jours, le centre ouvrira ses portes. En France, d'ici 2007, 60 autres villages seront ainsi choisis pour accueillir des mineurs délinquants.
On évoquait tout à l'heure le regain du grand banditisme et ses méthodes de plus en plus violentes, mais globalement, la délinquance est en baisse dans les grandes villes depuis plusieurs mois. Exemple à Paris, moins 6%. Principale explication, l'occupation du terrain. Même si les prises ne sont pas toujours très importantes. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Yann Fronty, Romain Potoki. Un immeuble du 19e arrondissement à Paris. C'est une intervention banale. Hein. Des voisins se plaignent de nuisances. Là, vous allez faire quoi alors? On va procéder en fait au contrôle de ces jeunes, s'ils sont là encore. Bouge pas. Très souvent, les policiers lors de tels appels arrivent trop tard. Pas cette fois-ci. Ici. Mets tes mains. Voilà, mets tes mains. Sans shit, les gars. Ces jeunes fumaient du hashish dans les couloirs. Du joint, là. Hein? Quel du shit sur lui encore? Leur butin est très maigre, peu importe, il est confisqué. Faites rien, c'est-à-dire que les autres ont quelque chose. Je veux le savoir simplement. D'accord? Non. Bon. Ils ne seront pas poursuivis, mais l'essentiel est d'occuper le terrain jusque dans les cages d'escalier. Vous avez un peu de plaisir, hein. C'est pas un endroit pour fumer des joints. On va être tolérant hein. Pour le joint. C'est clair? Je ne peux pas vous revoir en fait ici. D'accord? Vous avez l'impression de faire quelque chose dans ce genre d'opération? Ouais, je pense, ouais, parce qu'ils vont pas revenir, c'est sûr. Parce que ça très bien que par contre, s'ils reviennent, automatiquement cette fois-ci, on va les amener au poste et on va les garder pendant 4 heures. Patrouiller, se montrer toujours dans le même secteur, toujours dans les mêmes rues. Bon là, on va arriver en fait sur un secteur assez sensible hein, du 19e arrondissement, où les forces de police ont toujours eu des petits problèmes. Il y a souvent des attroupements sur la voie publique, des bruits, des tapages et des plaintes. Hein, et éventuellement en fait du commerce illicite. Hein. Ouais, 19 du GSPQ à 19 alpha. Dans ce quartier, comme en banlieue, la moindre opération, la moindre interpellation nécessite l'appui de plusieurs policiers. On va même descendre d'ailleurs. Ici, par exemple, 10 membres des forces de l'ordre pour 2 dealers de rue. Il faut éviter tout débordement. C'est bon, monsieur, on se calme. C'est bon. Pourquoi la délinquance a-t-elle baissé à Paris? Entre autres parce que les policiers se disent plus motivés. Avant, si vous voulez, la pression était quand même moins forte sur les personnels. Aujourd'hui, avec la culture du résultat, on demande aux policiers d'être beaucoup plus productifs. On veut en faire avec la police nationale ce qu'on fait avec une entreprise privée. Être présent, interpeller, voilà leur quotidien. Mais c'est aussi prêter main forte aux équipes qui en ont besoin. C'est le cas ce soir-là. Ouais, 19 GSPQ, 19 alpha, j'arrive sur place, c'est pris pour TVL. Pour 8 jeunes filles qui ont volé avec de la bombe lacrymogène, il faut plus d'une vingtaine de policiers afin de boucler le secteur. Ok. Eh les gars, fermez plutôt sur la gauche par là-bas, d'accord? C'est pas les jeunes qui arrivent. Vous écartez. De nuit, tout peut dégénérer. Sécurité jusqu'au poteau là, le poteau vert là, personne ne passe là. Bon, le problème de ce souci d'intervention, c'est que on est en face à proximité d'une cité, et dans ce genre de situation, on est obligé d'effectuer un périmètre de sécurité afin que les jeunes ne viennent pas les extraire du contrôle. Arrêtés, ces 8 jeunes filles sont transférées au commissariat. Fin d'une journée ordinaire pour la police. Une police motivée, mais jusqu'à quand? La fin du mystère des boulangers de la Vienne. Le jeune couple avait disparu du jour au lendemain, il y a 3 semaines, et dans le village de Saint-Marcel, on craignait le pire. Eh bien, ils ont finalement donné des nouvelles. Ils avaient souhaité prendre des vacances, mais sans avertir leur famille, et avaient inventé ensuite une histoire d'enlèvement et de séquestration. La grève continue au lycée La Martinière, près de Lyon. Les professeurs protestent, vous le savez, contre le port ostentatoire, selon eux, d'un foulard par une élève de confession musulmane. On en parlait avant-hier. Des discussions sont en cours avec le recteur qui avait désavoué les enseignants. À Villers-Saint-Paul, près de Creil, c'est le comportement agressif d'un élève que dénoncent des parents et des enseignants. Signe particulier, cet élève a 10 ans. Il s'agit d'une école primaire et la querelle dure depuis plusieurs semaines maintenant. Nicolas Lemarinier, Arnaud Wust. Depuis la rentrée, les parents de cette école primaire ne sont plus tranquilles. La faute à un élève de 10 ans au comportement violent. En classe, il insulte le professeur. Dans la cour, il s'attaque à ses camarades. Il a ainsi essayé d'étrangler une élève. On a un petit peu peur quand même. La cour est grande. Bon, c'est pas toujours facile de surveiller tout le monde. La famille du garçon fait figure d'accusé. D'origine étrangère, elle dénonce une discrimination raciale.
pourquoi ils ont dit c'est quand qu'on dégage ces bougnoules de l'école? C'est quand qu'on dégage ces bougnoules de l'école? Avec un aide éducateur, c'est quand qu'on fout ces bougnoules dehors à la porte de l'école? Il y a 2 parents peut-être qui partent comme ça dans l'école, il ne faut pas faire une généralité. C'est pas 2, madame. Les seules relations qu'on peut avoir, c'est au poste de police et ça fait 3 fois que je porte plainte contre vous. D'accord, contre vous et contre vos enfants qui agressent les autres dans l'école. Seul point d'accord, l'école n'assume pas ses responsabilités. Le directeur a signalé le problème à l'inspection académique, mais selon les parents, rien n'a changé dans la cour. Un des instituteurs a refusé d'être interviewé par peur, dit-il, des représailles de la part de la famille. Aujourd'hui, les parents d'élèves n'hésitent pas à demander que l'enfant quitte l'école, mais... Il n'est évidemment pas possible de déplacer les élèves comme des pions. Seules 2 personnes dans un département peuvent le réaliser. Le préfet et le juge pour enfants, pour qui la situation ne justifie pas qu'on place le garçon en centre spécialisé. Pour retrouver le calme, l'école primaire ne peut donc compter que sur la bonne volonté des parents du jeune garçon. Image de cette cérémonie à Reims tout à l'heure pour les 2 pilotes de Mirage tués dans un accident pendant un vol d'entraînement en début de semaine. Plus de 1500 personnes y assistaient en milieu de journée. L'actualité sociale est d'abord les suites de l'incendie volontaire de l'usine Daewoo en Meurthe-et-Moselle. Ce soir, 4 salariés de l'usine sont en garde à vue. Une garde à vue qui entraîne la protestation de la CGT. Mais l'actualité sociale est dominée ce soir par les déclarations du ministre de la fonction publique, Jean-Paul Delevoye, à nos confrères du Parisien. Il propose un contrat aux fonctionnaires, augmentation de salaire contre économie réalisée sur les effectifs et sur le fonctionnement. Une proposition qui fait évidemment beaucoup de bruit. Nathalie Moisan, Daniel Lévy. Fonctionnaires, améliorez votre productivité et le service rendu aux usagers et vous serez récompensés. Après une semaine de rencontres avec les organisations syndicales, le ministre de la fonction publique dévoile ce matin dans Le Parisien ce qu'il appelle un contrat gagnant-gagnant. Il est hors de question de lier les augmentations de salaire à une réduction d'effectifs. Ça n'a rien à voir, mais en même temps, il consiste à dire aux fonctionnaires, si vous êtes les acteurs vous-même de la nécessaire diminution des dépenses publiques, vous devez en avoir un juste retour. Introduire une culture du résultat, sur le principe, les fonctionnaires du ministère de l'économie croisés ce matin sont plutôt d'accord. C'est quand même une démarche nouvelle pour l'administration. Je ne dis pas qu'il faut la rejeter d'emblée, mais je pense que ça mérite que l'on en débatte. Écoutez, moi je pense que c'est tout à fait légitime d'être payé en fonction du travail qu'on effectue, donc moi ça ne me pose aucun problème philosophique. Mais pour la CGT, premier syndicat du secteur, ce discours masque en fait la volonté déjà exposée par le gouvernement de diminuer le nombre de fonctionnaires. C'est une théorie qu'on connaît bien, une théorie ultralibérale. On supprime les emplois, il y aurait éventuellement un peu plus de salaire, sauf que sur le fond, c'est une spirale de recul. Spirale de recul sur l'emploi, spirale de recul sur le service public, spirale de recul sur les salaires. Réaction vive des syndicats, à commencer par ceux de l'éducation nationale qui appellent à la grève mardi prochain. Ils sont 1 300 000 fonctionnaires et seraient en effet les premiers visés par les diminutions d'effectifs. La famille et ses nouveaux contours avec ce que l'on pourrait appeler le syndrome Tanguy, du nom de ce film qui a connu un grand succès en France l'an passé. En Europe, les jeunes adultes quittent le domicile familial de plus en plus tard. 65% des 18-24 ans habitent encore chez leurs parents, d'après une étude britannique. Et c'est dans le sud de l'Europe que le lien familial est le plus fort, italien et espagnol en tête. Plus de 90% sont encore pris en charge par leurs parents à 24 ans. En France, le chiffre est de 57%. Anne Guéry, Emmanuel Beck. Tanguy, à 28 ans, il habite toujours chez ses parents. La comédie signée Étienne Chatiliez a sans doute fait un tabac parce que les parents de ce bougre de Tanguy expriment tout haut ce que beaucoup de géniteurs n'osent même pas penser tout bas. Comment se débarrasser du rejeton un peu pot de colle? Il y aurait bien une solution. Quoi? Faudrait le dégoûter. Le dégoûter? On a pu faire dans ce film ce qu'on ne fait pas dans notre vie, c'est-à-dire être immonde avec notre propre enfant. Et ça fait partie du fantasme. Sauf que dans la vraie vie, les parents exaspérés, ce n'est pas du fantasme. Pour preuve, 1000 procès chaque année opposent des jeunes gens à leur famille qui en a assez de les entretenir. Mais il y a aussi ceux qui jouent au collet serré. Entre Julien, 24 ans, et sa mère, pas l'ombre d'une discorde, la cohabitation, que du bonheur. Depuis tout petit, je leur disais, de toute façon, vous resterez avec papa-maman jusqu'à 30 ans. Ça me permet de terminer mes études dans de très bonnes conditions, sans me tracasser avec
avec les problèmes du quotidien, un loyer, la cuisine, le linge. Nous, ça nous dérange pas. C'est eux qui sont dérangés par nous parce qu'on part pas souvent, mais trop souvent à la maison à l'heure. En France, 57% des jeunes âgés de 18 à 24 ans habitent toujours chez papa-maman. Et ce sont essentiellement les garçons. Bien sûr, les filles partent 2 ans avant les garçons, pratiquement chez leurs parents, comme toujours. Et tout cela tout au long du siècle. Hein. C'est très stable. Et oui, les vieux réflexes ont la vie dure. Les filles quittent plus vite la maison par amour. Les garçons restent pour construire leur avenir. Enfin, c'est ce qu'ils disent. À propos de famille, à suivre ce soir dans Envoyé spécial, un reportage sur les procédures de divorce et notamment sur cette arme que représente le soupçon de pédophilie à partir de 20h55, donc Envoyé spécial. Un grand pas pour l'histoire de l'homme. Des chercheurs italiens viennent de découvrir les plus vieilles empreintes de pieds laissées par des humains. C'était il y a près de 400 000 ans. Laurence Decher, Jean-Yves Blanc. Il dévalait la pente. Mais pour quelle raison ? Pour échapper à une éruption ou fuir un prédateur, cet Homo erectus vivait en Italie dans cette région volcanique de la Campanie. Des empreintes de 10 cm de large, de 20 cm de long, plusieurs successions de pas, de part et d'autre de l'axe du corps. Preuve qu'il est complètement bipède. Les plus anciennes empreintes découvertes de celui qu'on appelle l'homme laissent imaginer un individu d'1,50 m. Au 5e pas, il trébuche. Il semble qu'il y ait aussi la trace d'une paume de la main, ce qui est facile aussi à déterminer, parce qu'on voit les doigts et la paume. Donc, ce qui permet d'évoquer que cet homme, ou que cette femme, enfin, que cet individu s'est rattrapé dans son cheminement, il a peut-être un peu basculé, et il s'est rattrapé en posant la main à côté de ses empreintes. Les outils de l'Homo erectus avaient le sens de la beauté. Lui, il domestiquait le feu. Ce sont les plus vieilles traces de pas de l'homme moderne, c'était il y a environ 385 000 ans. Football avec les quarts de finale de la Coupe de France et un choc des extrêmes. Rennes rencontre les Alsaciens de Schiltigheim. 4 divisions d'écart entre les deux clubs. Le petit poucet de la compétition, selon l'expression consacrée, ne compte évidemment que des amateurs. Manuel Tissier, André Germain. Ketchup, maillot, ça c'est pour toi, Gaillard, je crois, non? Dans la banlieue de Strasbourg, c'est le dernier camion où l'on cause, de football surtout. Gary Pevaz et son camion snack font le plein depuis un mois. Restauration rapide et renommée éclair pour l'attaquant de Schiltigheim. Première équipe de niveau 5 en quart de finale de la Coupe. À 25 ans, Evaz vit le conte de fées des amateurs, sollicités comme des professionnels. J'ai signé un peu d'autographes à droite à gauche, on me demande des posters, on me demande des maillots. Si seulement j'en avais 10 ou 15 des maillots, je pourrais satisfaire le besoin de tout le monde, mais là je peux pas. Sorti de son camion, Evaz est un buteur. Ici contre Toulouse, il permet à Schiltigheim de battre un 3e club professionnel après Troyes et Beauvais. La ville s'est amourachée de cette équipe d'artisans footballeurs. Cédric a 20 ans. Pour lui, le rêve du professionnalisme est passé. 3 ans au centre de formation de Strasbourg avant d'être renvoyé. L'aventure de la Coupe de France ressemble à une revanche. C'est du bonheur déjà de rien que personnellement de pouvoir dire on a battu une équipe de D1 ou de D2 et après c'est de dire que finalement j'aurais peut-être pu être là si on m'avait fait confiance quand j'étais jeune. 3 soirs par semaine, les amateurs s'entraînent comme des pros. Ils s'amusent juste un peu plus après le travail. Pour leur prochain week-end, ils ont déjà pensé à leur loisir, franchir l'obstacle du Stade Rennais. Du sport, toujours le sourire de Carole Montillet. La Française remporte la Coupe du Monde de Super G. Cette 10e place lors de la dernière épreuve ici en Norvège lui suffit pour assurer le titre. Victoire de l'Italienne Putzer. Carole Montillet qui a eu une parole pour Régine Cavagnou. Elle avait remporté ce même trophée il y a 2 ans. Peinture avec cette nouvelle exposition qui promet de faire le plein à Paris. 220 œuvres de Nicolas de Staël sont présentées à Beaubourg jusqu'au 30 juin. Michel Monpontet, Jean-Louis Melin. 16 mars 52, France-Suède, le match de football le plus important de toute l'histoire de la peinture. Le regard. Dans les tribunes, il y a Nicolas de Staël. Premier match. Le peintre voit tout, mais comme personne. Et sa peinture ne va pas s'en remettre. Nicolas de Staël, un soir au Parc des Princes, devient Nicolas de Staël. Le voyage final peut commencer. Il lui reste 3 ans à vivre.
Première étape, l'Italie. Et les reliefs de la couleur. La pâte est devenue épaisse. Nicolas de Staël peint sur un fil ce qu'on ne voit pas avec les yeux. La couleur comme une expérience d'absolu. Il voit en fait une exaltation de couleurs. Il voit pas les couleurs telles qu'on peut nous les voir, il les voit autrement. Il veut rendre la violence de la lumière, et la violence de la lumière, pour lui, ça se rend par la couleur la plus exaltée possible, au maximum, au paroxysme. Et comme l'exaltation de la musique conduit parfois au silence, Nicolas de Staël découvre à force de passion son ton, sa couleur. Le gris, gris de plomb, gris souris, gris bleu, gris noir, gris. Cette couleur que l'on dit neutre l'absorbe, le fascine. Départ pour Antibes, dernière étape. Et il peint là furieusement tableau sur tableau, comme on cherche un mystère au cœur de la matière, au cœur de la couleur. Mais on ne chasse pas ce genre de secret impunément. Les dernières toiles, et le rouge qui revient, par points, puis une fine ligne rouge, comme un avertissement. Rouge carmin, rouge sang. Nicolas de Staël, dernier tableau, inachevé, se jette par la fenêtre de son atelier dans la nuit du 16 mars 1955. Qu'a-t-il vu cette nuit-là, derrière la couleur? Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À suivre la météo, Sophie Davant, encore beaucoup de soleil. Point route, Valérie Maurice, 20h55, envoyé spécial avec Guylaine Chenu. Dernier journal 1h moins le quart, Jean-Claude Renaud. Dès 6h30 Télématin, et dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Charles Pasqua. On se quitte sur ces images de la construction du Queen Mary 2, une cheminée de 20 mètres de haut, rouge et noir, comme celle du Titanic, a été installée aujourd'hui. On souhaite bien sûr au Queen Mary un autre sort. À lundi.